ce podcast sera à Pod Paris. Venez vibrer au rythme du podcast le temps d'un week-end. Rendez-vous au Festival du podcast les 12 et 13 octobre 2024, Paris 20e. Podcast sur scène, table ronde et divers ateliers créatifs vous y attendent. Informations et programmes sur podparis.fr. Entrée gratuite. Bonsoir. La PCR, 3 lettres qu'on vous répète à tout bout de champ depuis des mois, bon peut-être des années, mais bon. Mais dont vous ne savez peut-être pas exactement de quoi il s'agit ou qui ne vous évoquent peut-être rien de concret. 3 lettres qui ont changé la face de la biologie en ouvrant le champ des possibles comme jamais auparavant. Et pour parler de ces 3 lettres, il fallait bien 3 mains. Donc dans cet épisode, ce seront Alexa, Eléa et moi-même qui ont joint nos efforts pour tout vous expliquer. Nous sommes le 18 septembre de l'an 2024. Vous écoutez l'épisode 513 de Podcast Science. Bienvenue. Eh bien, pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, nous n'allons pas changer tellement la cinétique de nos émissions et nous allons commencer par notre tour de table. Alors, nous avons Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Nous avons Alexa depuis Montpellier. Salut. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et nous avons notre grande prêtresse Julie depuis Nice. Salut. Donc ce soir, vous l'aurez compris, on va vous parler de PCR avec avec Eléa, Alexa et moi-même. Et on va commencer par Eléa. C'est à toi. Très bien. Alors déjà, pour replacer le contexte, je pense qu'on peut dire qu'il y a peu d'événements dans l'histoire de la biologie qui ont autant révolutionné la discipline que la PCR. Pour essayer de vous faire une comparaison, je pense qu'on peut dire qu'en termes de répercussions, la PCR est au monde des biologistes ce qu'Internet a été au reste de l'humanité. Une vraie révolution, et je pèse vraiment mes mots en disant ça. Comme Internet, le monde n'est plus tout à fait le même depuis sa création, et comme Internet, de nouvelles opportunités auparavant inimaginables, assorties d'un riche vocabulaire, ont émergé. Il y a incontestablement eu un avant et un après l'invention de la PCR. Et ce mot, vous l'avez peut-être entendu des milliers de fois au moment du Covid. On nous demande des tests PCR à tout bout de champ, on parle de génie génétique, d'amplification de gènes, de plein de choses abstraites faisant appel à ce sigle. Désormais, à la fin de cet épisode, on vous promet que vous serez incollable sur le mot PCR. Et avant de vous dire exactement ce que c'est la PCR, commençons par faire quelques rappels de biologie moléculaire, puisque c'est de cette thématique que va parler l'épisode. On avait fait un épisode intitulé Vers l'ADN et au-delà, qui vulgarisait les bases de la biologie moléculaire. Plutôt que de vous demander de mettre sur pause et de réécouter l'épisode, je vais vous faire un petit résumé. En gros, la biologie moléculaire, c'est la discipline qui étudie le monde vivant à son échelle la plus petite, la molécule. Et la molécule, commune à tous les êtres vivants, c'est ce fameux ADN, encore un acronyme pour acide désoxyribonucléique. À vos souhaits. Comme tout l'épisode repose là-dessus, je dois vous rappeler que l'ADN est une molécule en double hélice, constituée de 2 chaînes de briques qu'on appelle les nucléotides. Un nucléotide est lui-même composé de 3 parties, une base nucléique, un sucre, pas le sucre en cube Bernstein, un sucre, c'est une catégorie de molécules avec du carbone et des groupements chimiques qui font que c'est soluble dans l'eau, et un groupement phosphate. Si vous vous rappelez bien de vos cours de biologie ou de l'épisode dont je vous parlais tout à l'heure, il existe 4 bases nucléiques différentes. Adénine, thymine, guanine et cytosine, qu'on abrège A, T, C et G. L'ADN, c'est donc une double hélice, constituée de 2 chaînes ou brins de nucléotides, qui sont maintenus entre elles par des liaisons chimiques qu'on appelle des liaisons hydrogènes. C'est une sorte de force d'attraction entre l'atome d'hydrogène et un autre atome qui va tirer les électrons vers lui. Ce qui est intéressant, c'est que chaque brin d'ADN est complémentaire de l'autre, puisque la structure des briques fait que la base A
sera toujours liée à une base T en face d'elle, et la base G toujours à un C, et vice-versa. Il y a donc 2 brins de séquence complémentaires, le premier qu'on peut lire dans un sens, et l'autre dans l'autre sens. Une façon imagée de considérer, c'est de voir que le brin antisens comme un négatif du brin sens. Ainsi, si vous trouvez une séquence d'ADN qui fait ATGCGTA, par exemple, on peut déduire que le brin en face fera TACGCAT sur l'autre brin. Pourquoi j'insiste sur des trucs aussi chiants? C'est parce que la séquence de ces nucléotides, c'est important. Cette séquence, elle peut encoder de l'information. L'ADN, c'est ce qu'on appelle le support chimique de l'information génétique. Et dans un morceau d'ADN, chaque groupe de 3 lettres peut correspondre à un acide aminé, les briques qui composent cette fois les protéines. Pour ceux qui ont fait de la biologie, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 20 acides aminés différents, donc des combinaisons de 3 acides nucléiques permettent techniquement d'encoder suffisamment de possibilités pour faire un équivalent de 20 acides aminés. Ça va, vous me suivez toujours ? Ce qu'il se passe, c'est que l'ADN, donc, qui contient cette information, est recopié dans la cellule. En une copie qui peut être mobile et altérable, l'ARN messager. En gros, c'est l'équivalent chimique de l'ADN, mais avec un seul brin, qui lui est ensuite lu pour générer un équivalent en protéine. Cette protéine va ensuite vivre sa vie et remplir sa fonction, soit construire un bout d'organe, un bout de cellule, ou alors faire des réactions chimiques. Et dans le cas où ça fait une réaction chimique, on parle d'une enzyme. Je vous donne tous ces mots parce que ça va être important pour comprendre la suite. Donc, ce passage de l'ADN à l'ARN, on appelle ça l'étape de la transcription, et le passage de l'ARN à la protéine, ça s'appelle la traduction. Et ce triptyque, ADN vers ARN, puis ARN vers protéine, c'est ce qu'on appelle le dogme, donc la base de la biologie moléculaire. Donc là, c'est bon, vous vous représentez cette fameuse molécule d'ADN, souvent représentée par une double hélice que vous voyez dans toutes les séries et les films de science-fiction lorsqu'on altère les propriétés des humains ou des dinosaures. Cette molécule seule est la base pour coder les gènes de toutes les espèces vivantes. Non seulement l'ADN est le point commun de toutes les espèces vivantes, mais en plus, c'est une signature unique pour chaque individu de n'importe quelle espèce sur Terre. Ça veut dire concrètement que de l'ADN, il y en a partout, et que ça c'est vachement utile pour plein de choses. Vous allez le voir dans la suite de l'épisode. Chaque être vivant a donc aussi des protéines pour vivre sa vie, etc. Quand une cellule se multiplie, elle a aussi besoin de multiplier son ADN en utilisant une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase. Alexa vous en reparlera tout à l'heure. Et quand on passe de l'ADN en ARN, par l'étape, vous vous souvenez de... On va voir si l'équipe suit. Transcription, c'est ça ? Transcription, bravo. C'est le petit quiz intermédiaire. On utilise une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. Quand on passe de l'ARN à la protéine, on utilise un ribosome. Pareil, j'attire votre attention sur ce terme de polymérase. C'est une enzyme qui va créer une chaîne de petites molécules, un polymère. Donc l'ADN polymérase fabrique une chaîne de nucléotides. Donc l'ADN c'est cool, c'est partout, mais c'est tout petit et il n'y en a pas tant que ça, donc c'est difficile de travailler avec. À l'époque, c'était compliqué d'étudier les fragments d'ADN parce qu'on n'avait rien pour les manipuler et connaître leurs séquences, et à partir de la PCR, tout change. Mais pour vous faire une petite pause et intégrer tout ce que je viens de vous dire, on va mettre un petit intermède musical. What you doing today? I said enzyme. Want to make DNA? I said enzyme. Show me your binding way. Let me mix you with some primers. Enzyme. Time to build a new strand. I said enzyme. 'Cause I know that you can. I said enzyme. These letters also spell Dan. All we need to get things started. It's just a little bit of GTCA. It's just a little
une chanson qui a fait légende dans l'histoire de la biologie, mais connue de uniquement les biologistes, je pense. En tout cas, ça nous a beaucoup divertis dans les labos de recherche à l'époque où c'est sorti. Tout ça pour dire, Alexa, c'est quoi la PCR? C'est quoi la PCR? Eh ben, alors justement, tu venais de dire pour faire la transition parfaite aussi avec ce que tu disais. Pour rechercher l'épisode, je me suis justement replongée dans tous ces vieux papiers de dire, mais en fait, avant l'ADN, avant la PCR, avant qu'on puisse l'étudier, comment les gens faisaient. Donc je me suis retrouvée à lire des papiers de 1950 et 1960. Je me suis rendu compte que publier dans Nature à l'époque, c'était... Je sais pas si c'était plus facile, mais il fallait beaucoup moins de choses que maintenant, en tout cas. Mais effectivement, ça montre qu'avant cette technique, c'était très très compliqué. L'ADN était en petite quantité, on pouvait pas vraiment le manipuler, on pouvait pas vraiment connaître les séquences, c'était très très complexe. Alors la PCR, en fait, c'est quoi? PCR d'abord, ça veut dire Polymerase Chain Reaction. En français, en fait, on parle en général de réaction de polymérisation en chaîne de l'ADN, on n'utilise pas vraiment de sigle puisque tout le monde utilise PCR dans les labos. Et le principe, en fait, il est très simple. Avant, on n'avait aucun moyen d'avoir de l'ADN en grande quantité. Et la PCR, la Polymerase Chain Reaction, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de millions de fois d'un fragment d'ADN précis qui nous intéresse et dont on connaît la séquence. Et du coup, à partir d'un fragment qui nous intéresse, on va le copier des millions de fois et on va en avoir assez pour pouvoir l'étudier. Et si cette technique, elle a révolutionné la biologie moléculaire, c'est parce que la PCR est justement arrivée à ce moment-là où on avait besoin d'étudier le génome et de comprendre les gènes en détail, mais où on n'avait pas la possibilité d'avoir ces gènes et certaines parties de l'ADN en quantité suffisante pour pouvoir les étudier. Et du coup, à cette époque, on a commencé à disséquer les séquences une par une pour comprendre leur rôle parce que justement, on a eu un outil qui nous permettait de faire ça. Alors à l'époque, la PCR, ça date donc de la première, le papier a été publié en 1985. À l'époque, on connaissait l'ADN, on connaissait sa structure en hélice, on connaissait bien son organisation en chromosomes, mais on connaissait assez peu l'organisation des séquences. On avait déjà le séquençage, on était capable de séquencer des petits bouts, mais on ne savait pas tellement plus. Pour vous donner un point de comparaison, le génome humain, il a été séquencé que 20 ans plus tard, en 2003. Donc on était quand même assez loin de tout ça, quoi. Et du coup, pour étudier les gènes, morceau par morceau, on avait vraiment besoin de cette technique qui nous permet d'isoler un gène précis ou des bouts de génome et de les amplifier en grande quantité. Et la PCR, elle permet de faire tout ça en utilisant les propriétés physico-chimiques de l'ADN dont Eléa vous a parlé juste avant, et de ce qu'on sait aussi de la réplication des polymérases. Ça aussi, Eléa vient de vous en parler. Alors imaginez ce que ça fait. Vous prenez un gène qui vous intéresse, vous l'isolez, vous faites un CTRL-V plus d'1 milliard de fois, et voilà, c'est le principe de la PCR. Vous avez des millions de copies, voire 1 milliard de copies à la fin. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche? La PCR, en fait, elle utilise 2 principes pour copier l'ADN. Le premier, ce que vous a expliqué Eléa, c'est que la double hélice d'ADN, elle est double et elle est complémentaire. Et en fait, ces 2 brins qui sont collés ensemble par des liaisons hydrogènes dans la molécule d'ADN dans un état normal, on va dire dans votre corps à 37 degrés, lorsqu'on la chauffe, elle va se séparer. Pourquoi? Parce que les liaisons hydrogènes qui maintiennent en fait les 2 molécules d'ADN ensemble, ne vont pas résister à la chaleur et vont se décoller. Et donc du coup, on va avoir 2 brins qui sont séparés. Et la deuxième technique qu'on va utiliser, c'est l'utilisation d'une polymérase. Et Léa vous en a aussi parlé. La polymérase, elle est capable de se coller sur un brin et de le recopier. Et du coup, quand la polymérase se colle sur ce brin et recopie la partie complémentaire, elle va recopier. Et à la fin, on avait une molécule d'ADN avec une double hélice et on va se retrouver avec 2 brins séparés qui vont être chacun recopiés, donc 2 doubles hélices. Ces polymérases, elles sont présentes chez tous les êtres vivants et elles servent dans nos cellules, normalement, à répliquer fidèlement l'ADN lorsqu'elles se divisent. Souvenez-vous, lors de la reproduction, par exemple, si vous prenez un embryon, on a une cellule et puis on en a 2 et puis on en a 4, etc., etc. Ces cellules, elles se divisent. Et pour qu'elles aient toutes le même ADN, avant la division, l'ADN, il est répliqué aussi. On fait une copie complète du génome dont chaque partie va aller dans les cellules. Et ça, c'est fait par des polymérases. Et c'est ces polymérases-là qu'on va utiliser dans la PCR. On utilisait au départ, maintenant on en utilise d'autres, comme je vais vous l'expliquer, pour recopier l'ADN et faire toutes ces copies.
Donc pour réaliser une PCR, en fait, c'est assez simple. Vous aurez besoin de l'ADN que vous voulez étudier, de tous les nucléotides ATCG qu'on a entendu dans la chanson de Biora de tout à l'heure, qui sont les briques du vivant qui vont nous servir à recopier l'ADN. On aura besoin d'une polymérase pour ajouter des nucléotides, et on aura besoin aussi d'amorces, qui sont des petites séquences d'ADN qui sont spécifiques de la séquence qu'on veut copier et qui sont situées de part et d'autre de celui-ci. Ça, c'est tous les ingrédients dont on a besoin pour faire une PCR. Parce que je voulais rajouter du coup une particularité des polymérases, c'est que c'est un peu des princesses. En fait, elles ne commencent à copier un brin d'ADN qu'à partir d'un endroit où il y a de l'ADN double brin. Comme pour remplir un trou qui préexisterait. Alors dans les cellules, c'est pas la polymérase qui fait ce bout, c'est une autre enzyme qui arrive pour faire un petit fragment manquant, une amorce, et cette enzyme s'appelle d'ailleurs la primase, et c'est celle-là qui est nécessaire à la réplication du brin dans les organismes vivants. Mais du coup, nous, on exploite ça en tant que biologiste. Ça veut dire que si on connaît la séquence de l'endroit où on veut démarrer la copie, l'amplification, eh ben, on peut contrôler exactement la séquence à amplifier, puisqu'on peut construire une amorce qui a exactement la séquence de l'endroit où on veut commencer à amplifier notre brin d'ADN. Et ça, c'est formidable. Voilà, alors en plus de la primase, ce qui est aussi important de dire, je pense, c'est que dans le corps, avant la division cellulaire, la cellule, elle n'est pas chauffée super chaud pour séparer les deux brins et le faire recopier. On a tout un tas d'enzymes qui permettent d'ouvrir l'hélice au lieu de la chauffer. Et ensuite, on a effectivement l'une d'entre elles, la primase, qui fait une petite amorce pour commencer. Voilà. Alors, du coup, quand on... Mais c'est vrai que dans la PCR, on aurait pu utiliser aussi ces enzymes qui ouvrent, mais on s'est dit que chauffer, c'était quand même relativement plus simple. Alors, une PCR au labo, typiquement à la paillasse, comment est-ce que ça se passe? Donc avant la PCR, on va mélanger les 4 ingrédients dont je vous ai parlé dans un tube. Voilà, juste pour mettre tous les ingrédients ensemble avant de commencer la réaction. Et ensuite, elle s'effectue en 3 étapes, cette réaction. Donc la première, elle est appelée dénaturation. Comme je vous l'ai dit, il faut chauffer la molécule d'ADN pour séparer les brins. Et ça s'appelle dénaturer l'ADN. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va chauffer l'ADN à 95 degrés pendant 30 secondes pour ouvrir cette double hélice. La deuxième étape, elle s'appelle hybridation et elle s'effectue à une température un petit peu plus basse. En général à 50 à 65 degrés, alors que la dénaturation se faisait à 95 degrés. Pourquoi ? Parce que cette température, elle est suffisante pour les petites amorces dont Eléa vous a parlé juste avant, pour que ces petites amorces viennent s'hybrider sur l'ADN, c'est-à-dire elles sont suffisamment petites pour que les liaisons hydrogènes se ressentent et que se reforment et que ça fasse un maintien cohésif, mais cette température est trop haute pour que l'hélice entière se reforme. Donc au moment de l'hybridation, vos petites amorces viennent se coller sur l'ADN de part et d'autre du gène qui vous intéresse et elles vont s'hybrider. Cette étape, elle dure aussi à peu près 30 secondes. Et ensuite, vous avez une dernière étape qui s'appelle l'élongation. La température remonte à 72 degrés et là, vous avez la polymérase qui va se mettre de part et d'autre des amorces et qui va recopier l'ADN de part et d'autre de ces amorces pour créer un nouveau double brin et faire le copier-coller. Et donc là, on a un premier copier-coller, donc qui n'est pas de tout l'ADN que vous aurez mis dans votre tube, mais uniquement de la partie qui se situe entre les deux amorces, qui est la partie qu'on veut étudier. Mais comme juste avoir quelques copies, c'est pas assez, ces 3 étapes de dénaturation, hybridation et élongation vont être répétées non pas une fois, non pas 2 fois, mais 25 à 40 fois, ce qui va permettre la copie de la séquence d'ADN entre les deux amorces spécifiquement et de manière exponentielle. À chaque cycle, vous avez 2 copies, qu'on appelle des amplicons, qui sont réalisées par molécules d'ADN disponibles. Donc au départ, vous aviez une copie, vous en avez 2, vous en avez 4. Bon bref, ensuite voilà, je vous laisse continuer. Mais à la fin, vous aurez avec 2 puissances du nombre de cycles en nombre de copies. Donc vous avez plusieurs centaines de millions, sachant qu'à chaque cycle, votre quantité augmente. Et à la fin, avec des millions d'ADN, vous aurez assez de la séquence qui vous intéresse pour la séquencer, pour la couper en morceaux plus petits, pour la visualiser sur un gel, pour faire tout ce que vous voulez avec. Et ça, en fait, juste le moyen d'avoir ces milliers de copies d'un gène précis à disposition, ça a complètement révolutionné les études qu'on a pu faire sur l'ADN. Mais avant d'aller dans le détail de ces études, on va un peu parler de son inventeur qui a gagné le prix Nobel,
qui était un personnage un peu haut en couleur quand même. Oui. Alors, on s'est battu pour savoir qui avait écrit ce passage de l'épisode quand on a commencé l'épisode. C'était en 2021. Et donc, on va quand même vous la garder parce que l'histoire de l'invention de la PCR, c'est assez rocambolesque. On la doit à un personnage qui s'appelle Kary Mullis, ou Mullis, je sais pas comment ça se prononce. Tu dirais quoi? Mullis, je crois. Moi, Kary Mullis. Kary Mullis. Kary Mullis, donc états-unien de son état. Il est né en Caroline du Nord en 1944. Il a grandi en Caroline du Sud, à Columbia. Voilà, il est passé par des instituts prestigieux, Georgia Institute of Technology. Il a un doctorat de biologie. Il était à l'université de Berkeley, etc. Et en 93, il a reçu un prix Nobel pour son invention de la PCR. Voilà. Alors, il a reçu un prix Nobel, mais c'est quand même un personnage curieux. Il a écrit un livre qui s'appelle Dancing Naked in the Minefield, que je traduirais par Danser nu dans le champ de l'esprit. Ce qui est perturbant comme titre pour un prix Nobel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Ouais. voilà. Bon, il raconte dans le détail dans ce livre comment lui est venue l'idée brillante de la PCR et ce qui s'est passé ensuite. L'ouvrage commence donc par une narration du jour où il a théorisé le principe de la PCR. Et je traduis, mais en gros il dit « Les petits pneus avant argentés de ma Honda nous ont tirés à travers les montagnes. Mes mains ont senti la route et les virages. Mon esprit ramené dans le laboratoire. Les chaînes d'ADN s'enroulaient et flottaient. Images bleues et roses sombres de molécules électriques injectées quelque part entre la route de la montagne et mes yeux. Je vois les lumières sur les arbres, mais la plupart d'entre moi regardent autre chose se dérouler. Je m'engage dans mon passe-temps préféré. Ce soir, je cuisine. Les enzymes et les produits chimiques que j'ai chez Cetus, l'entreprise dans laquelle il travaillait, sont mes ingrédients. Je suis un grand enfant avec une nouvelle voiture et un plein d'essence. J'ai des chaussures qui me vont, j'ai une femme qui dort à côté de moi, et un problème passionnant, un gros problème qui est dans le vent. Quelle subtile astuce puis-je inventer ce soir pour lire la séquence de la reine des molécules, l'ADN, l'unique. C'est très lyrique, hein. Il a fumé la moquette, on dirait, je sais pas, mais... Voilà, bon. Dans cette divagation, il a donc la brillante idée de se dire que si on utilisait un petit fragment d'ADN complémentaire d'un segment de l'ADN d'un organisme plus grand, eh ben on pouvait techniquement forcer sa réplication dans un tube à essai artificiellement. En rajoutant 2 de ces fragments d'ADN de part et d'autre d'une séquence qu'on veut encadrer, on peut donc théoriquement amplifier un fragment d'ADN de taille précise, et ce, théoriquement, à l'infini. Donc le principe que vient de vous décrire Alexa. Donc en rentrant au laboratoire, après ces divagations, il commence à tester de mélanger de l'ADN humain, un fragment d'ADN court qu'on a synthétisé et dont on connaît précisément la séquence, et une enzyme, donc une fameuse protéine là, dotée d'une activité chimique qu'on appelle la polymérase. Il nomme son dossier de recherche PCR pour Polymerase Chain Reaction, réaction en chaîne médiée par la polymérase. Les Canadiens ou francophones d'ailleurs parlent parfois de TAN dans la littérature, TAN au début de l'histoire de la PCR, pour test d'amplification des acides nucléiques. Et c'est pourquoi on dit une PCR ou un test PCR, mais pas un PCR. Ouais. La première expérience réussie, c'était le 16 décembre 1983. La date est précise parce qu'il s'agit de l'anniversaire de son ex-femme et que ça s'approche de Noël où sa compagne l'a quitté pour passer Noël à distance. Apparemment, sa vie de couple n'était pas fantastique à cette période. Voilà, pas de bol pour lui. Mais il a eu un prix Nobel, donc finalement, je sais pas. Faut voir. Ouais. Son récit est assez déconstruit et il va et vient entre plusieurs moments de sa vie, mais on trouve tout de même des anecdotes assez rigolotes. Par exemple, il raconte comment il a rencontré l'impératrice du Japon dans les années 92. La même année, il raconte comment il était certain d'obtenir le prix Nobel pour sa découverte de la PCR, mais passé à côté de justesse. Apparemment, le comité était un peu dérangé par le fait qu'il soit surfeur, qu'il aime beaucoup les femmes et qu'il consomme ouvertement du LSD. La couverture de son livre le montre d'ailleurs torse nu, portant fièrement sa planche de surf. Ce n'est que partie remise puisqu'on lui attribue un prix Nobel en 1993, donc l'année suivante.
Une phrase m'a particulièrement fait rire, puisque je pense qu'elle fait un peu écho à quasiment toutes les familles de scientifiques. On travaille des fois sur des choses tellement abstraites et précises que même notre entourage proche peut avoir du mal à se représenter ce que l'on fait. Et donc, il raconte une anecdote de la façon suivante. Cet après-midi-là, j'ai finalement réussi à joindre ma mère. Je voulais lui dire d'arrêter de m'envoyer des articles sur l'ADN puisque j'avais maintenant remporté le prix Nobel pour mon expertise sur ce sujet. Ma mère m'envoyait souvent des articles du Reader's Digest sur les progrès de la chimie de l'ADN. C'est un peu un ouvrage vulgarisé grand public, comme ça. Peu importe comment j'ai essayé de lui expliquer, elle n'a jamais compris le concept que j'aurais pu écrire ces articles, que quelque chose que j'avais inventé et rendu possible la plupart de ces découvertes sur l'ADN. Elle espérait probablement que le fait de remporter le prix Nobel pourrait me permettre d'être publié un jour dans le Reader's Digest. Voilà. Donc, assez rigolo, et cette technique finalement vient de l'esprit un peu original d'un personnage haut en couleur qui consommait du LSD. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit voyage historique, et on va refaire un interlude puisque Biorad, notre entreprise de machines PCR préférée, a fait une autre parodie de chansons, pour cette fois-ci non plus parler de ATCG mais de l'APCR. There was a time when to amplify DNA had to grow tons and tons of tiny cells. Ooh, and along came a guy named Dr. Kerry Mullis. Said you can amplify in vitro just as well. Just mix your tablet with a buffer and some primers. Nucleotides and polymerases too. Denaturing, annealing, and extending. Well, it's amazing what heating and cooling and heating will do. PCR, when you need to detect mutation. J'avais complètement oublié ces vidéos, trop bien. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Ah ouais, c'est trop cool. Donc si vous voulez les liens de ces vidéos, évidemment, on vous les mettra dans les notes d'émission parce que quand même, ce sont des clips incontournables de l'histoire de la biologie moléculaire. Iconique, ouais. Mm. Et un truc que tu viens de dire, Eléa, aussi, qui me fait penser à ce que tu disais, c'est qu'on se rend pas toujours compte, c'est assez abstrait de voir à quoi ressemble une manip. Une PCR, ça a l'air très compliqué puisqu'on vous parlait de double hélice, on vous parlait de nucléotides, on vous parlait d'ATGC, de polymérase. Concrètement, c'est mélanger un liquide transparent dans un liquide transparent avec des tout petits volumes. Faire une PCR, c'est ça. Vous avez des tout petits tubes qui font 200 microlitres et vous mélangez 1 microlitre de polymérase avec 20 microlitres de nucléotides et un peu de tampon, et voilà. Et c'est tout ça, c'est des liquides transparents. Donc, juste pour replacer à quoi ça peut ressembler, c'est vraiment ça. Ah ouais. Oui, c'est comme ça que j'expliquais au quatrième. Moi, toute la journée, je mélange de l'eau avec de l'eau et et ça fait des chocs à pic. Exactement. Non, mais c'est vrai que les manips, elles sont super simples. Hein. C'est impressionnant. Hein. Eh ben, ça tombe bien que tu en parles, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on a vu la PCR, elle s'effectue à différentes températures, puisque vous avez ces 3 étapes. Donc la dénaturation qui est à 95, l'élongation, on va dire autour de 60 degrés, l'hybridation qui est autour de 60 degrés, et l'élongation autour de 72. Alors aujourd'hui, on mélange tout ça dans un tube et on utilise un appareil qui change automatiquement la température. On met le tube dans la machine et puis ça fait 95, 60, 72, 95, 60, 72, etc. Donc c'est assez simple. Mais les premières PCR, en fait, c'était très différent puisque, en fait, on n'avait pas ces appareils, donc elles étaient faites en bain-marie à différentes températures. Donc en fait, le chercheur mettait un bain-marie à 95,
un à 60, un à 72. Il avait son timer à côté et il mettait son tube dans la réaction. Et il changeait d'un bain-marie à l'autre. Et en plus, comme les premières polymérases, c'était pas la polymérase dont je vais vous parler tout de suite, qui maintenant est thermorésistante, mais c'était des polymérases qui en fait ne supportaient pas la chaleur. Et ben, le chercheur devait à chaque cycle, à la fin de chaque cycle de dénaturation, hybridation, élongation, remettre de la polymérase dans le tube, et en faisant ça le plus vite possible, évidemment, pour perdre le moins de temps, et pour éviter l'évaporation, parce que quand vous chauffez un liquide à 95, surtout en petit volume, ça s'évapore. Il fallait mettre une couche d'huile par-dessus, et donc quand on rajoutait la polymérase, mettre la pipette assez profondément pour pas avoir de l'huile, mais rajouter la polymérase, enfin c'était tout un bordel. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé la semaine dernière avec des chercheurs de mon labo qui sont en fin de carrière, et qu'eux l'ont fait ça. En général, pas souvent, mais ils disaient qu'il fallait prévoir 4-5 heures, avoir sa bouteille d'eau à côté, prévoir rien d'autre, aller aux toilettes avant, et voilà, et puis partir, quoi. Alors évidemment, aujourd'hui c'est bien différent parce qu'on a eu 2 grandes avancées qui ont changé ça, ces techniques. Alors d'abord l'utilisation d'une enzyme qui est thermorésistante. C'est une enzyme qui a été découverte dans les années 60 mais qui a été utilisée pour la PCR bien plus tard, qui est capable de répliquer l'ADN, non pas à 37 ou non pas dans des conditions normales, et qui n'est pas affectée par la chaleur, mais elle peut le faire à très très haute température. C'est une enzyme qui s'appelle la Taq polymérase, qui vient d'une bactérie qui s'appelle le Thermus aquaticus, qui est une archébactérie en fait, et qui est adaptée à ces très hautes températures puisqu'elle a été isolée dans les sources chaudes de Yellowstone. Donc vraiment, les sources chaudes, voilà, ça peut aller même au-delà de 100 parfois, et c'est une des rares protéines qui n'est pas détruite ou dénaturée par une exposition prolongée aux fortes chaleurs, puisque son rôle en fait, c'est de réparer l'ADN et qui peut être cassé en fait par la chaleur de ces bactéries qui vivent dans les sources chaudes. Du coup, ces bactéries ont évolué cette enzyme pour les réparer et pour éviter les problèmes liés aux très très fortes chaleurs. Et du coup, après les premières PCR, les gens qui ont développé plus loin ces techniques se sont dit, tiens, cette polymérase qui résiste à la chaleur, sur de longs cycles et dans le temps, c'est un peu l'enzyme dont on a besoin pour éviter d'avoir à la remplacer à chaque cycle. Donc ça a été la vraie révolution. C'est à peu près dans les années 90. À partir de là, donc plus de renouvellement, et on pouvait juste laisser sa PCR tourner dans un bain-marie ou non d'ailleurs pendant longtemps. La TAC pouvait tenir la route. Cette TAC a été même une telle découverte qu'en 1989, Science, un des journaux majeurs donc de publication d'articles scientifiques, a appelé la Taq polymérase Molecule of the Year. Parce que c'était vraiment une découverte, donc pas aussi importante que la PCR, mais en tout cas ça a grandement contribué à son succès. Et au passage, je fais un petit point recherche fondamentale et tout à fait basique. Ça montre l'intérêt d'étudier l'évolution des formes de vie extrêmes et des vies qui servent à rien, entre guillemets. En tout cas pour les applications à l'homme. Alors évidemment, tout est utile, il faut tout étudier, mais même quand ça n'a pas a priori à court terme d'application, explorer le vivant, ça nous permet de trouver des molécules qui peuvent après nous servir en génie biologique. La TAC en est un très bon exemple. Le CRISPR, c'en est un autre d'ailleurs dont on vous a déjà parlé. Et la seconde avancée, c'est justement l'automatisation de la réaction pour se passer de ces bains-maries là qui nécessitaient quand même énormément de logistique. À partir de la fin des années 80, on a une machine qui s'appelle un thermocycleur. Bon, en vrai, dans les labos, on appelle ça machine PCR en français et en anglais PCR machine. C'est des machines qui possèdent ce qu'on appelle un pelletier. Donc, en fait, elles ont un bloc de métal dans lequel on met nos tubes. Et ce bloc de métal, en fait, il peut changer de température hyper vite. Donc, il passe à 95, et puis à 60, et puis à 72, 95, 60, 72. Et ça va extrêmement rapidement. Et en plus, au-dessus de ce bloc, il y a un autre bloc de métal qui est encore plus chaud et qui évite l'évaporation. Du coup, en gros, concrètement, comment ça se passe ? On met son tube dans la machine, on ferme le couvercle, on programme la machine et on attend que ça se passe.
et à la fin, on a ces beaux fragments d'ADN. Et les PCR ne durent plus 3 à 4 heures comme avant, mais elles durent maintenant, et on va voir pourquoi dans 2 minutes, elles peuvent durer maintenant même 1 heure, même parfois moins si on a des fragments qui sont tout petits, parce qu'on a non seulement eu une amélioration des machines, mais également des TAC, puisque la première enzyme, donc on avait des polymérases, après on a découvert la TAC, qui était déjà une grande avancée, mais qui faisait quand même des erreurs. Hein. Toutes les 20 000 paires de bases, la TAC, elle fait une erreur. Et ça peut être problématique. Si vous étudiez la séquence d'un brin d'ADN, vous voulez que ce soit vraiment fidèle. Surtout, Irène vous en parlera, si vous, par exemple, essayez de trouver une maladie génétique, vous voulez vraiment savoir la séquence précise de l'individu. Si vous avez une erreur, c'est pas vraiment génial. Du coup, les chercheurs ont essayé de trouver d'autres enzymes qui pouvaient être beaucoup plus fidèles. Et pour ça, on en a trouvé d'autres, dont aussi dans des sources chaudes, Pyrococcus furiosus par exemple, qui permet de faire la polymérase FU. C'est une archéobactérie qui va produire cette nouvelle polymérase et qui est beaucoup plus fidèle que la TAC classique, vu qu'elle ne fait une erreur que toutes les 95 millions de bases. Donc c'est quand même vachement plus fidèle. Et elle travaille aussi à plus haute température, et ça c'est important parce que plus on travaille à haute température, plus les bandes qu'on va amplifier aussi vont être spécifiques. On a aussi des TAC maintenant qui s'appellent Hot Start. Ça, c'est plutôt de l'ingénierie, c'est-à-dire on les a modifiés et pour que la polymérase ne s'active uniquement que quand on a une dénaturation initiale très longue. Ça permet quoi? Ça permet à la réaction de commencer uniquement quand vous la mettez dans la machine et non pas avant, un petit peu à température ambiante, ce qui pouvait en général générer des fragments non spécifiques. Et puis même maintenant, on a des TAC encore plus fidèles. On a même des TAC maintenant qui s'appellent des TAC fusion, qui sont des TAC extrêmement précises, qui travaillent encore à plus haute température, qui sont encore plus précises. Et maintenant, on a même des polymérases qui sont tellement modifiées par l'ingénierie qu'on n'a même plus besoin de déterminer une température précise pour les amorces. On hybride, on fait ses PCR à 60. Oui, Irène, je vois la tête que tu fais. J'ai fait exactement la même tête il y a 1 mois quand je m'en suis rendu compte et j'en ai commandé, justement. On n'a même plus besoin finalement d'adapter sa réaction à chaque gène. Maintenant, on a des choses vraiment universelles et qui travaillent très 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 vite, beaucoup plus vite que les polymérases qu'on avait avant. Donc voilà, donc tout ça, je pense que la PCR, je pense que ce que ça montre, tout ça, c'est qu'on a une technique qui a été inventée par quelqu'un qui faisait plutôt de la chimie, qui connaissait bien ça, qui utilise des enzymes qui sont issues quand même de découvertes de biologie fondamentale, de chez Fondamental en biologie de l'évolution, et qui ensuite a été améliorée par une ingénierie assez complexe, à la fois au niveau des machines et des enzymes qu'on utilise. Donc je trouve que c'est un bel exemple de ce qui se passe en recherche en général. On va avoir une découverte, on va utiliser ce que la nature nous offre, et puis après encore faire des améliorations du génie biologique. Et ça, on a eu énormément de modifications depuis. Et Léa maintenant va vous parler d'autres techniques, puisque là je vous parle de la PCR purement classique de ces classiques, qui est amplifions un morceau d'ADN connu pour l'étudier. Mais en fait, ça n'a été que le point de départ pour énormément d'autres techniques, et Léa va vous parler d'un certain nombre de ces autres techniques. Ouais. Je vais peut-être juste revenir sur l'aspect erreur. Quand on dit une polymérase fait une erreur, concrètement, ce qu'elle fait, c'est que des fois, au lieu de mettre un A en face d'un T, par exemple, ce qu'elle devrait faire, elle met la mauvaise base, et du coup, ça change la séquence légèrement. Et dans un organisme vivant, les polymérases, quand elles recopient votre ADN, des fois, elles font ces erreurs spontanément. Et c'est ça qui génère des mutations, et c'est ça qui peut provoquer des maladies, des cancers, etc. C'est la faute à pas de chance, mais le nombre d'erreurs arrive spontanément, et des mutations se produisent spontanément tout le temps. Voilà. Juste petite précision, quoi. Mais on a le problème de... Pardon, vas-y Irène. Je disais, pour pas faire peur quand même, on a aussi pas mal de techniques pour corriger ces erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à chaque multiplication d'ADN, mais le corps les répare pour la plupart. Voilà. Et
Et d'ailleurs, quand il manque les enzymes qui les réparent, ça peut faire des problèmes. Par exemple, vous avez sans doute pas entendu parler des enfants de la nuit. C'est ces enfants qui peuvent pas sortir parce qu'ils ont des lésions de l'ADN, enfin des grains de beauté partout et ils supportent pas les UV. C'est parce qu'ils n'ont pas une des enzymes qui protège la réparation de l'ADN aux UV justement. Et donc ça peut vous donner une idée. En fait, l'environnement nous agresse en permanence et on va avoir des cassures dans l'ADN, etc. Et en fait, on a tout un équipement, comme l'a dit Irène, normalement pour réparer une bonne partie d'entre elles. D'ailleurs, on n'a toujours pas fait ce fameux épisode sur la réparation de l'ADN. Ce sera le prochain dossier biologie moléculaire. Tout à fait. Donc voilà. Bon, donc pour revenir à nos affaires de PCR et pour dépasser un peu cette histoire de PCR classique, maintenant on a des techniques qui sont dérivées de cette technique originale de la PCR et qui permettent d'étudier plein d'autres choses finalement. Donc la méthode est devenue un prétexte pour développer de nouvelles méthodologies de recherche. Et la plus emblématique dont on parle souvent, c'est sans doute la qPCR ou la PCR quantitative, qui est d'ailleurs utilisée pour les tests Covid, mais Irène vous en reparlera juste tout à l'heure. Contrairement à la PCR classique, qui permet juste d'amplifier un fragment entre deux amorces sans savoir exactement quelle quantité d'ADN on va produire à chaque cycle, les techniques de PCR quantitative, elles permettent de connaître en temps réel la quantité de copies que vous allez amplifier, ce qui en fait un outil de choix pour, au choix, connaître le nombre de copies d'un gène dans un génome, déterminer le niveau d'expression d'un gène quand c'est couplé à une autre méthode où on va utiliser ce qu'on appelle une reverse transcriptase. Donc on part de l'ADN, on va revenir à de l'ADN. On peut analyser des petits bouts d'ADN qui servent à réguler l'expression d'autres gènes qu'on appelle des micro-ARN, on peut détecter des mutations, enfin on peut vraiment faire plein de choses. Et des techniques de PCR quantitative, il y en a de plusieurs types. Il y en a certaines qui utilisent le fait que dans la réaction, on va incorporer une substance fluorescente lors de la réaction. Une molécule très connue qui fait ça s'appelle le cybergreen, qu'on a dans tous les labos. Cette molécule, lorsqu'elle se fixe sur l'ADN double brin, elle va émettre de la fluorescence. Et du coup, ça permet de détecter en temps réel l'amplification de l'ADN dès lors que le cybergreen est incorporé. Et donc cette substance-là, elle prend beaucoup la place d'une autre molécule qu'on utilise beaucoup en labo qui s'appelle le BET, le bromure d'éthylium, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très très cancérigène, hein, ça s'intercale entre les brins d'ADN et ça peut faire des mutations dans l'ADN. On en a manipulé tous à tour de bras pendant toutes nos thèses en faisant de la biologie, mais voilà, donc maintenant le cybergreen. Donc ça, ce cybergreen, la quantité de cybergreen que vous allez intégrer, elle est proportionnelle à la quantité de double brin que vous avez fabriqué dans votre réaction de PCR. Ça, c'est cool. D'autres techniques qui sont encore plus rigolotes, c'est celles qui utilisent des amorces ou qu'on appelle aussi des sondes, qu'on appelle les sondes Tachman. En fait, c'est des petits bouts d'ADN qui vont se fixer sur le gène qu'on veut amplifier et qui émettent de la fluorescence lors de l'amplification. Là, le principe, il est hyper intéressant, et c'est là où vous allez vous rendre compte que les biologistes, des fois, c'est un peu des bricoleurs de l'extrême, et qu'ils inventent des techniques d'ingénierie moléculaire géniales, puisque le principe, c'est que la sonde chimique, donc, elle vient se fixer sur un des deux brins d'ADN, de façon complémentaire, hein, et sur laquelle est fixée d'un côté une molécule fluorescente, et de l'autre côté, une molécule qui va absorber la fluorescence. On appelle ça un quencher en anglais. Et donc, lorsque la Taq polymérase va venir recopier le fragment d'ADN, elle va être capable de découper cette sonde. Il faut bien qu'elle fasse de la place, donc elle va retirer la sonde, elle va couper la partie qui est déjà hybridée à l'ADN que vous voulez amplifier. Et du coup, ça va libérer la partie fluorescente de son quencher, et elle redeviendra fluorescente. Du coup, la quantité de fluorescence, dans ce cas-là, elle est directement proportionnelle à la quantité d'ADN d'intérêt dans la réaction. Et donc, le niveau de fluorescence, c'est directement, de nouveau, proportionnel à la quantité d'ADN que vous avez. Et donc, y a des machines qui permettent de mesurer, en temps réel, à chaque cycle d'amplification, la quantité d'ADN que vous allez avoir. Alors, j'espère que vous avez bien compris, parce que ça, c'est bien la technique des tests Covid, hein. C'est bien ce qui est utilisé. Donc, j'espère que vous avez tout compris, que tout est clair. Si c'est pas clair, on le refait. Ouais.
Du coup, l'utilisation de l'une ou l'autre technique, Cybergreen ou TACMAN. D'ailleurs, le nom de TACMAN, c'est marrant parce que ça vient de Pac-Man. C'était un jeu de mots pour Pac-Man puisque l'enzyme, elle va manger une partie du double brin pour libérer la fluorescence. Donc voilà, Pac-Man. Donc la détection de la fluorescence, elle est lue par la machine, qu'on appelle le thermocycleur, et cette machine va aussi calculer automatiquement et relier via des algorithmes la fluorescence émise à la quantité d'ADN présente dans la réaction. Voilà. Comment préparer une PCR quantitative, c'est un tout petit peu plus complexe qu'une PCR classique, puisque au lieu de mélanger directement des gouttes d'eau avec des gouttes d'eau dans un tube, concrètement, vous allez diluer beaucoup votre ADN pour essayer de revenir à une quantité d'ADN que vous maîtrisez. Et puis vous allez faire de nombreux réplicas aussi, parce que pour avoir une quantité, souvent c'est bien d'avoir plusieurs réactions différentes pour faire des moyennes et du coup affiner encore votre calcul de la quantité d'ADN. Ce que Eléa vous dit pas, c'est que c'est chiant. C'est horrible. C'est la manip la pire qui puisse exister. Il faut rester. On a souvent des plaques qui font 96 puits. Il faut remplir tous les puits. Ça prend des heures. Et si on se trompe d'un puits, ça décale tout. Alors, 96, t'es gentil. Moi, j'étais au 384. Déjà, alors, effectivement, il y a aussi les 384. Donc, 384 puits sur des plaques de 10 cm par 5, on va dire. Donc, c'est des tout petits puits. Et du coup, on peut utiliser des pipettes à multicanaux comme ça pour faire des dilutions et tout. C'est assez rigolo en vrai, mais ça demande un peu de doigté, on va dire. De patience surtout, je trouve. Et de patience, voilà. Ouais. Quand il n'y avait pas de podcast à l'époque, c'était très problématique. Ça prenait des heures. Voilà. Ouais. Pour parler d'autres techniques aussi, on peut aussi parler d'une technique qui est apparue il y a quelques années et qui permet encore d'affiner les calculs par PCR quantitative. C'est la digital PCR, et cette technique se base cette fois sur l'utilisation de petites gouttes, de nanogouttes, de micro-gouttes, des droplets, dans lequel se déroule à chaque fois une réaction d'amplification PCR de manière individuelle dans une goutte. En gros, vous faites en sorte de diluer pour que dans une goutte, il y ait 0 ou 1 brin d'ADN, et à partir de ce brin initial dans une gouttelette, on va analyser l'amplification. L'intérêt de cette technique, c'est que ça permet d'analyser vraiment chaque brin d'ADN individuellement, et donc de détecter des mutations rares ou d'analyser de façon très très fine la variation du nombre de copies d'un gène dans le génome, parce que c'est encore plus précis que la PCR quantitative. Ça permet aussi d'analyser à l'échelle d'une seule cellule, donc vous pouvez aussi, de la même manière que vous isoleriez un brin, isoler une seule cellule, isoler l'ADN de une seule cellule séparée, et ensuite regarder son ADN, son ARN, plutôt que d'utiliser un tissu entier où vous allez avoir beaucoup de cellules. Donc ça, les approches single cell, on appelle ça single cell, cellule unique, c'est aussi ce qui révolutionne un peu la biologie ces dernières années, parce qu'on comprend mieux le fonctionnement de une cellule précise plutôt que un ensemble de cellules très diverses dans des environnements un peu différents. Tu voulais compléter, Alexa? Je voulais compléter parce que la PCR, c'est pas uniquement des techniques directement dérivées de la PCR. Ça sert à plein de choses. Ces 10 dernières années, on a eu une vraie révolution pour ce qui est de l'étude de l'expression du génome. Et Léa, tu as parlé de l'ARN tout à l'heure. Donc l'ADN va être transcrit en ARN qui vont représenter tous les gènes actifs d'une cellule donnée. Pour vous donner une idée, par exemple, les ARN qui sont exprimés par le cœur seront pas les mêmes que ceux exprimés par, la cornée dans les yeux, ou par les poils, ou par tout ça, parce que les cellules qui régénèrent les poils, parce que en fait, l'ADN, s'il est le même dans toutes les cellules de votre organisme, l'ARN, lui, va changer en fonction du tissu où vous vous trouvez, puisque l'ARN, c'est vraiment correspond aux gènes qui sont spécifiquement exprimés dans un tissu donné. Et donc du coup, en biologie, c'est hyper intéressant d'étudier l'ARN, parce qu'on se dit, tiens, par exemple, entre un tissu cancéreux et un tissu sain,
entre une cellule de peau et une cellule De foie. je sais pas moi de foie qui appartiennent à des organes différents, qui ont le même ADN mais qui n'expriment pas le même ARN. Quelle va être la différence? Ça va aussi nous permettre d'identifier des dysfonctionnements, des choses comme ça. Donc il nous faut trouver un moyen de pouvoir étudier l'ARN, tout l'ARN qui est exprimé par un tissu ou une cellule. Et c'est possible maintenant avec des techniques de séquençage massif et notamment la technique de RNA-seq. On va extraire tous les ARN d'une cellule donnée. On va les rétrotranscrire pour les faire devenir de l'ADN. Mais comme si on fait ça, ils sont toujours en trop petite quantité pour qu'on puisse les étudier, on a une étape de PCR pour tous les amplifier et ensuite pouvoir tous les séquencer et les étudier. Donc vraiment, la PCR ici, son rôle, c'est vraiment d'avoir un rôle d'amplification de choses qu'on va extraire, ici les ARN, pour pouvoir les avoir encore une fois en quantité suffisante pour les étudier. Et là encore, on voit comment la PCR a permis finalement à une technique qui a une dizaine d'années, de vraiment de voir le jour, déjà parce que les techniques d'extraction et de séquençage ont évolué, mais aussi parce que grâce à la PCR, on a ces étapes d'amplification. Et maintenant, comme Eléa le disait, ce qu'on pouvait regarder à l'échelle d'une cellule, maintenant on peut même séquencer tous les ARN d'une seule cellule, ça s'appelle le single cell RNA-seq, et c'est vraiment, on arrive vraiment à avoir maintenant, on va être capable de dire chaque cellule à un instant T ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est quand même assez fou, avec toujours ces étapes d'amplification, puisqu'il faut toujours amplifier l'ADN quand même assez pour être capable de l'étudier. Ouais, c'est quand même dingue d'associer à ce niveau-là autant la sensibilité que la spécificité, c'est révolutionnaire, effectivement. Et du coup, oui, voilà, c'est ça, la spécificité et la sensibilité. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'avais pas forcément prévu d'y penser, mais je pense que c'est le bon moment pour le dire. Là, on est proche du 11 septembre, donc on a eu toutes les commémorations, etc. Et j'ai lu l'autre jour un article sur l'identification des victimes. Comme vous le savez, voilà, le 11 septembre, ça parle à tout le monde. Il restait pas grand-chose des victimes, et en fait, on continue toujours à identifier des personnes qui ont malheureusement péri dans cet attentat. Pourquoi ? Parce que maintenant, les techniques de sensibilité et d'amplification de quantités de plus en plus petites d'ADN permettent justement, même si l'ADN est vieux, maintenant ça fait plus de 20 ans, même s'il est très dégradé, on atteint cette sensibilité-là, on arrive à faire des PCR et d'amplifier des petits bouts d'ADN si petits qu'on peut maintenant les relier à la personne à qui ces restes appartenaient, et donc ça permet dans ce cas-là, mais c'est vrai aussi pour n'importe quel accident, un accident d'avion par exemple, de restituer quand même aux familles des effets personnels ou voilà juste des corps en tout cas, voilà, d'identifier des victimes. Et ça vous donne un peu aussi l'importance d'à quel point tout ça a évolué en 20-25 ans. C'est que des choses qui étaient impossibles à l'époque deviennent possibles et deviennent de plus en plus possibles au fur et à mesure que les années passent. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Ouais. Et donc, accéder aux séquences d'ADN, ça c'était vraiment l'enjeu le plus capital pour la biologie, puisque si vous séquencez l'ADN, vous comprenez tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme gène, qu'est-ce qu'on exprime comme type de choses, etc. Comment ça fonctionne un organisme. On en revient toujours aux gènes et à la séquence de gènes. Et donc, je schématise un peu, mais toutes les techniques de séquençage de l'ADN, donc le fait de lire cette séquence, nécessite à un moment ou un autre une amplification préalable par PCR pour avoir assez de matériel. Donc vraiment, la PCR, c'est important. Pour les séquençages de génomes entiers, on appelle ça le Whole Genome Sequencing, on voit souvent WGS dans la littérature, on va lire tout l'ADN d'une cellule ou d'un organisme. Et les étapes sont toujours les mêmes. D'abord, on va extraire l'ADN. Ensuite, on va le découper en petits bouts qui sont séquençables, parce que l'ADN d'un génome entier, ça peut faire plusieurs milliards de bases, c'est très très long. Donc on va les découper en bouts plus petits, qu'on peut faire des sortes de librairies de morceaux d'ADN qui vont se chevaucher les unes les autres. Ensuite, on va rajouter des petits adaptateurs d'ADN au bout, à partir desquels on va pouvoir démarrer l'amplification par PCR. Et ensuite, finalement, on va analyser la séquence avec des séquenceurs. J'ai un peu parlé de séquençage dans l'épisode sur la biologie moléculaire, mais si vous voulez plus de détails, on peut en reparler là. Pour finalement obtenir la séquence et réaligner ces séquences grâce à des analyses informatiques pour reconstruire la séquence entière du génome.
Et ça, voilà, grâce à la PCR, on peut obtenir maintenant une séquence très rapidement. Pour vous donner une idée, quand on veut la séquence d'un fragment d'ADN dans un labo, on fait notre petite PCR le soir, voilà, on le met dans une boîte et dans une boîte aux lettres. Il y a une entreprise qui vient la chercher et dans la nuit, notre ADN est séquencé et le matin, on a nos séquences qu'on peut lire sur ordinateur et sur lesquelles on peut travailler. Et donc, on peut faire le tri de, voilà, cette cellule, je la veux, cette cellule, je la veux pas, ce clone de bactérie, il me plaît, celui-là, il me plaît pas. Et du jour au lendemain, maintenant, on est capable de faire ça, même avec une toute petite quantité d'ADN. Hein. Donc c'est comme ça qu'on retrouve des coupables sur une scène de crime, qu'on retrouve les gens qui sont morts pendant le 11 septembre, juste en frottant la poignée d'une porte avec un coton-tige, ou qu'on peut désormais savoir en quelques jours qui sont nos ancêtres sur 28 générations et de quelle maladie atroce on a le plus de chances de mourir pour la modique somme de $100 en envoyant un peu de salive à des entreprises de séquençage. Et on peut même faire ça en terrain maintenant aussi. Avec les Minayan, là, on peut embarquer sur le terrain des séquenceurs qui font la taille d'un... qui tiennent dans la main. Et voilà. Et on séquence ce qu'on veut. C'est fou. Je sais pas si vous aimeriez vous faire séquencer dans la team, mais moi, en vrai, j'y pense pour savoir si oui ou non j'ai des origines vikings. Moi, je l'ai fait, en fait. Mais en vrai, ça m'a donné des résultats tellement bizarres que j'en suis restée tellement surprise que je sais pas s'ils sont pas plantés dans l'interprétation, quoi. J'aurais des origines asiatiques ou je sais pas trop quoi, mais alors que je suis blonde aux yeux bleus, enfin, je sais bien que c'est pas si simple, hein, mais de ce que je connais de l'histoire de ma famille, ça n'a rien à voir. Alors je sais pas, mais je trouve ça hyper intéressant quand même. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de donner mon ADN à des boîtes privées qui après. Ouais, mais toi, c'est parce qu'il est précieux, le tien. C'est... Pas plus, mais je sais pas. Ouais, je comprends. Ouais. En France, c'est interdit d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Ouais, alors, c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Enfin, il n'y a pas de boîte qui a le droit de faire ça en France. Donc à chaque fois, il faut envoyer aux États-Unis pour. Ouais, c'est vrai que pour des raisons de sécurité en fait. Ouais, d'éthique et de sécurité, ouais, bien sûr. Mm. C'est comme les tests. Ouais, non, ça n'a rien à voir. J'allais dire de paternité, mais bon, ça n'a rien à voir. Pas de PCR. Donc on arrive tout doucement à la fameuse PCR Covid, mais juste avant de finir, plus fou encore, je vous en parle rapidement, mais on fera peut-être carrément un épisode là-dessus. Si une toute petite quantité d'ADN suffit à séquencer un organisme, donc à détecter un organisme et à l'identifier de façon unique, hein, avec un bout d'ADN à la manière d'un code barre, est-ce que avec des toutes petites quantités d'ADN qui sont présentes dans l'environnement, prélevées dans l'eau, dans l'air, dans un petit bout de terre, est-ce qu'on serait pas capable finalement de lister exactement quelles espèces se trouvent dans un milieu? Ça a l'air d'être de la science-fiction comme ça, mais en fait c'est déjà la réalité. Ça s'appelle l'ADN environnemental, eDNA, Environmental DNA, et ça permet de cataloguer et d'identifier n'importe quelle espèce à partir d'un petit échantillon d'ADN. Donc pareil, il y a eu plusieurs évolutions dans cette méthode. Il y a des gens qui cherchaient des espèces précises dans des échantillons d'ADN de l'environnement en utilisant des petites séquences qui correspondent précisément à cette espèce ou à un groupe d'espèces. Donc ça, c'était le barcoding. Et quand on fait de l'ADN environnemental, du coup, on prend tout l'ADN qui est présent dans le milieu et on essaye de lister et de pêcher à quoi ça correspond. Donc ça c'est assez fou, et en bref, à partir d'un tube à essai, vous pouvez faire un inventaire de toutes les espèces vivantes qui sont passées par un écosystème donné que vous étudiez. C'est assez fascinant. Bon, en vrai, le principe, c'est facile sur le papier, mais dans les faits, c'est un challenge comme méthode, et ce sont encore des techniques qui en émergence et en perfectionnement, puisque vous vous imaginez bien que avec une si petite quantité d'ADN, la contamination, c'est très très facile, et donc c'est plus facile d'identifier Michel le randonneur qui a fait pipi derrière le buisson que des espèces rares ou peu abondantes. Mais bon, vous imaginez la puissance d'analyse à laquelle on pourrait avoir accès et à laquelle la PCR nous donne accès. Donc non, vraiment, la PCR, ça fait le café. Alors en fait, même pour ajouter à ça, parce que du coup, l'environnemental DNA, nous en terrain, il y avait des gens qui le faisaient au Belize. Donc il y a une des chercheuses qui était avec nous qui avait mis un petit réceptacle pour récupérer l'ADN de l'air de la pièce où on travaillait. Et donc son but c'était d'identifier toutes les chauves-souris
pour voir si l'ADN qu'elle identifiait dans l'air matchait les chauves-souris qu'on capturait et qu'on relâchait, voilà. Et la technique, en fait, elle est si sensible. Elle avait séquencé tout l'ADN et elle analysait uniquement celui qui correspondait à des chauves-souris. La technique a été tellement sensible qu'en fait, elle a trouvé des chauves-souris de 2 espèces qui n'existent pas au Belize, une espèce africaine et une espèce de République dominicaine. Et elle s'est dit, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Et elle a demandé à tous les chercheurs qui étaient là si certains d'entre nous étaient allés dans ces pays-là et quelles espèces ils avaient capturées. Moi, j'étais à la République dominicaine et une autre collègue était allée en Afrique. La seule chose dans les 2 cas qu'on n'avait pas désinfecté, c'était nos sacs à dos. Complètement. Et ça veut dire qu'une petite particule d'ADN qui était présente de ces chauves-souris-là sur nos sacs à dos, de ces espèces qui n'étaient pas présentes, s'est retrouvée dans l'air et a pu être séquencée avec ces techniques d'ADN environnemental dont Eléa vient de parler. Vous avez bousillé toutes ces expériences, quoi. Super. Bah non, en plus c'était cool, mais c'est quand même fou. Ça montre un peu la sensibilité de ces nouvelles techniques. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Voilà, et donc il nous reste à parler de la PCR qui intéresse tout le monde, hein, le fameux test PCR que vous avez tous subi en boucle pendant la période dont on ne doit pas prononcer le nom, et pour ça on va laisser la main à Irène. Oui, mais en plus c'est super parce que vous avez fait tout le boulot pour moi, vous avez tout mâché, vous avez tout expliqué, j'ai pas besoin de raconter la technique vraiment, j'ai plus grand chose à dire finalement, mais bon. Alors c'est vrai que de nos jours, les tests Covid et les tests Covid, on en fait un petit peu moins qu'il y a quelques années. Mais on en fait encore pas mal. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, du fait qu'en ce moment, il y a une grosse épidémie de coqueluche en France. Et on utilise la PCR pour la diagnostiquer. Et la technique, vraiment, le principe est exactement le même. Hein. Donc, je vous rassure tout de suite, ça sera moins grave l'épidémie de coqueluche parce que ça se soigne très, très bien, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, donc parmi toutes les utilisations fascinantes dont vous venez d'entendre parler, une des applications les plus pratiques et dont on entend le plus parler, c'est effectivement l'utilisation de la PCR en biologie médicale. Ça fait environ, moi je dirais environ 25 ans qu'on l'utilise en biologie médicale. Hein. Maintenant, c'est une technique qui est vraiment bien intégrée en analyse de routine. Merci Covid. On l'utilise énormément en virologie, merci Covid, mais aussi en bactériologie, en mycologie, et on verra pourquoi, en parasitologie, pourquoi particulièrement dans ces domaines-là, on utilise la PCR. On l'utilise aussi de façon moins courante pour les analyses génétiques, mais c'est quand même très développé, mais on va dire c'est beaucoup plus spécifique. Les tests de paternité, parfois on l'utilise aussi, et puis pour les études en épidémiologie. Alors pourquoi est-ce que c'est utilisé en biologie médicale ? Parce que c'est une technique qui est très rapide, vous l'avez vu, hein, en espace d'une heure, 1 heure et demie, on peut avoir des résultats. Il y a très peu de faux positifs, malgré cette Taq polymérase qui peut faire des erreurs. Il y a quand même peu de positifs dans les laboratoires, et ça permet surtout pour nous de détecter des organismes qui sont parfois difficiles à cultiver, comme les virus. Les virus, ce sont des organismes qui sont pas faciles, notamment par rapport à une bactérie, par exemple. Et le fait d'aller chercher l'ADN de ces virus, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de les cultiver. Ou alors, ça peut être des organismes qui peuvent être longs à pousser. Et le cas typique, ce sont les mycobactéries qui sont responsables de la tuberculose, qui sont très très longues à pousser. Et, il faut quelques semaines avant d'avoir un résultat. Parfois aussi, ça nous permet de détecter des germes qui sont présents en très très faible quantité, mais qui sont pathogènes, comme par exemple une bactérie qui s'appelle la Listeria, qui peut infecter le sang ou voire le liquide céphalorachidien, et qui peut entraîner des méningites. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir un diagnostic rapide et très sensible. Et puis enfin, ce qui est aussi super intéressant en médecine, c'est que la détection du germe pathogène, elle est possible même si le patient a déjà été traité par des antibiotiques ou des traitements. Ce qui n'est pas toujours vrai
dans les méthodes classiques de culture. Mettons que vous ayez besoin de faire une analyse, je sais pas, vous pensez que vous avez une analyse d'urine. Si vous avez pris des antibiotiques, bah, ça risque de décapiter les germes, donc on risque de ne rien retrouver quand on met en culture. En revanche, si on va faire une PCR, même si vous avez pris des antibiotiques, eh ben, on peut quand même détecter le germe qui pourrait être responsable de votre infection urinaire. Alors, du coup, ces tests permettent aussi de prescrire des meilleurs traitements, parce que les diagnostics, notamment en infectiologie, donc, ils sont plus sensibles et plus spécifiques, comme on vient de le voir, et du coup, bah, forcément, une des conséquences, c'est que les traitements vont être meilleurs. Donc, autrement dit, si on suspecte une infection, par exemple une bactérie, comme le cas de la coqueluche par exemple, le laboratoire pourra identifier la bactérie ou l'absence de cette bactérie avec moins de risque d'erreur, et le médecin pourra prescrire avec moins de risque un traitement qui est beaucoup plus adéquat. Il aura recours à une couverture antibiotique donc plus ciblée, un traitement antibiotique plus ciblé, et avec peut-être des dosages du coup qui seront moins lourds. Et de plus, donc les délais d'identification sont vraiment raccourcis, on n'a plus besoin de faire pousser les bactéries, et donc cette méthode est rapide, et le traitement il sera instauré plus rapidement. Alors en médecine, les thermocycleurs, ils sont vraiment hyper basiques. Alors là pour le coup c'est vraiment très très simple. Ils sont peu encombrants, ils sont simples. C'est des thermocycleurs qui ensuite possèdent des lecteurs de fluorescence qui sont intégrés. Tout ça, c'est piloté par des logiciels qui permettent aussi de recueillir et d'interpréter les résultats. Alors, en pratique, c'est pas toujours aussi simple. Ils sont plus ou moins automatisés. Mais l'idée, c'est donc, si vous vous souvenez un petit peu de ce que vous a dit notamment Eléa, l'idée c'est de intégrer des marqueurs fluorescents sur les séquences qui sont à multiplier, et du coup on va avoir un signal de fluorescence qui va être plus ou moins proportionnel à la quantité de virus qu'on peut chercher. Donc, autrement dit, si on parle d'un test PCR Covid, on va rechercher donc la séquence du Covid dans ce fameux, on va dire à partir de cet écouvillon que on vous plante gentiment dans le nez. Et puis on va décharger, comme on dit, cet écouvillon dans un liquide d'extraction qui va casser les cellules épithéliales de votre muqueuse nasale et qui va libérer donc l'ADN du Covid, s'il y en a. Et à partir de là, on va l'amplifier. Et si dans les sondes que l'on met pour amplifier, en plus on a mis un marqueur fluorescent, le marqueur fluorescent par le quenching, en fait, par des méthodes de quenching, le signal fluorescent va augmenter, en fait. Et donc, au bout d'un certain nombre de cycles d'amplification, eh ben, on va décider qu'il va y avoir une sorte de threshold à partir duquel on va dire c'est positif. Donc ça, c'est le principe du test Covid ou des tests de routine faits en médecine, hein. Alors, le plus gros risque pour nous, c'est quand même la contamination. Ça c'est le problème. On peut avoir une contamination lors du prélèvement, par exemple, mais aussi au moment de l'extraction pendant la PCR. Et il arrive que ces fameux amplicons dont on a parlé avant, les séquences qui sont amplifiées au cours de la PCR, qui proviennent en fait des manifs précédentes, hein. On en fait tellement que elles ont contaminé la pièce ou les instruments. Et ça, c'est comment dire en français, c'est un nightmare, c'est l'horreur pour nous. C'est-à-dire que si on a un patient qui est positif et que malheureusement il y a eu une sorte de contamination dans la pièce et que toutes les séquences ensuite, toutes les manips en aval sont contaminées, tout le monde est positif. Et là on se dit ben non mais là ça va pas, il y a un problème quoi. Et ça c'est vraiment pour nous hyper compliqué parce qu'il faut désinfecter la pièce et c'est pas facile. Franchement, ça nous est arrivé plusieurs fois et ça veut dire que généralement, eh ben, il faut acheter un nouveau thermocycleur et changer de pièce avant qu'on arrive à nettoyer les pièces en fait.
Donc on peut pas rendre de résultats aux patients, d'où beaucoup de stress. Et puis il y a le risque de rendre un résultat faussement positif parce que nos témoins négatifs, ils sont alors faussement positifs et la série elle peut pas être validée en fait parce qu'on met des témoins, évidemment vous en doutez, hein, on met un témoin négatif, des témoins positifs dans nos séries. Et vraiment décontaminer les pièces de PCR, c'est vraiment l'horreur, vraiment l'horreur. Du coup, je crois qu'il va y avoir il y a une question de Brésicor, mais il va falloir faire une petite modification à la PCR pour faire des virus, non? Ben non, on fait pas des virus, on a juste la séquence. On utilise juste la séquence du Covid, par exemple, du virus ou en ce moment, pour être un peu plus à jour, on va dire, de la bactérie de Bordetella pertussis, donc qui est responsable de la coqueluche. Donc on connaît bien leur séquence et on en prend un petit bout et voilà. Donc on n'a pas besoin on n'utilise pas de virus heureusement en fait. Alors les trousses commerciales, nous on appelle ça des trousses commerciales, hein, c'est des kits qui utilisent la PCR en temps réel. Hein. Donc à chaque cycle d'amplification, la quantité de fluorescence générée, elle est mesurée, et au bout donc d'un certain nombre de cycles, en général une quarantaine, le nombre de copies qui a été généré, il augmente plus parce que on a limité le tout par la quantité de réactifs qu'on va utiliser. Donc, on va calculer la quantité de réactifs qui est nécessaire à la formation d'un certain nombre de réplicants, et à partir de là, on décide arbitrairement qu'on va faire une quarantaine de cycles. Et donc, on regarde cette valeur de la fluorescence. Alors, c'est pour ça que c'est pas vraiment, on dit que c'est de la PCR quantitative, mais c'est pas vraiment de la PCR quantitative. On va pas chercher le nombre de copies initiales du germe qui est recherché. En général, on va surtout dire c'est positif ou c'est négatif. Et donc cette valeur seuil, on l'appelle le CT. Je suis sûre que quand vous avez eu des résultats de tests Covid, vous avez eu cette fameuse valeur du CT dans vos résultats en fait. Et il y a quand même des systèmes de détection semi-quantitative dans le Covid où on regarde quand même s'il y a un plateau au niveau de l'amplification. Ça peut nous dire si ça démarre doucement, ça peut nous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de Covid dans le prélèvement. Mais le problème, c'est que le prélèvement, comme vous le savez, il n'est pas très standardisé. C'est cet écouvillon quand vous le mettez au niveau nasopharyngé. Et il y a des gens qui vont aller au début de narine, puis les gens qui sont plus courageux vont faire un vrai prélèvement nasopharyngé. Ils vont aller dans votre gorge à partir du nez. Parce que le Covid, pourquoi on fait des prélèvements nasopharyngés dans ce cas-là? C'est parce que le trajet du virus du Covid dans l'organisme, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment le nez, et il va traverser votre nez et il va aller ensuite dans la bouche en fait. Et c'est pour ça qu'on fait des prélèvements nasopharyngés qui sont extrêmement déplaisants. Hein. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc on l'a vu, hein, on utilise la PCR en médecine, principalement en infectiologie, et la virologie. Donc c'est quand même le domaine d'application le plus éloquent. Encore une fois, la PCR Covid. Il faut savoir pour comprendre pourquoi c'est tellement bénéfique, c'est que savoir, encore une fois, comme je le disais un petit peu au début, c'est que les virus se cultivent très très mal en laboratoire. Alors que les bactéries se cultivent relativement bien. Ça dépend lesquelles, mais d'une façon générale, les bactéries pathogènes se cultivent relativement bien. C'est très dur de cultiver un virus, en fait. Et donc, on arrive à isoler, par exemple, dans notre gorge, une bactérie qui est responsable d'une angine, par exemple, même si elle est entourée d'une multitude d'autres bactéries, mais cultiver les virus comme le virus de la grippe aussi, par exemple, c'est quasiment impossible. Le virus de la grippe, le seul moyen qu'on ait à l'heure actuelle pour bien le faire cultiver, c'est utiliser des œufs, parce que les œufs sont stériles à l'intérieur, et le virus de la grippe arrive à trouver tout ce dont il a besoin d'un point de vue protéique pour pouvoir se multiplier.
La PCR permet non seulement de détecter donc ce génome viral complet, mais aussi de spécifier les sous-types des virus parfois. Et c'est ce qu'on a fait aussi pendant les épidémies de virus, de détecter les mutations. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu plein de noms des différents SARS-CoV qui s'appelle le SARS-CoV-2 en fait. Donc on arrive à détecter les mutations, mais aussi on arrive maintenant à détecter les génotypes de résistance. Ça, c'est super intéressant en médecine pour nous, et de vérifier l'efficacité des traitements. C'est le cas notamment aussi du virus du HIV, les virus des hépatites B et des hépatites C, de virus comme le cytomégalovirus ou des virus de l'herpès. Donc, tout ça maintenant en laboratoire de routine. Si vous voulez savoir si vous êtes infecté par le virus de VIH, encore une fois, ou que vous avez une hépatite B ou C, tout ça, ça se fait par PCR. Encore une fois, parce que c'est super efficace, c'est rapide, etc., etc. La détection des bactéries et des virus par PCR, donc c'est aussi en plein essor en odontologie. Ça se fait pas mal de plus en plus pour soigner et expliquer le développement des caries dentaires. C'est un gros domaine en développement en ce moment. Et on l'utilise de plus en plus aussi en oncologie, donc l'étude des cancers, pour la détection des cancers malins qui sont dus à certains virus, comme le virus d'Epstein-Barr, et aussi un virus dont on entend de plus en plus parler, qui est de loin le facteur de risque majeur des cancers du col de l'utérus chez la femme, qui est l'HPV. Et au passage, j'encourage tous les parents à faire vacciner vos enfants contre l'HPV. C'est une vaccination qui marche extrêmement bien et qui a permis de diminuer le pourcentage de cancer du col de l'utérus chez la femme énormément dans les pays tels que l'Australie et les États-Unis. Voilà, Et ça vous évite un prélèvement au col de l'utérus qui est à peu près aussi désagréable Absolument. que le Covid dans le nez. Ouais. Voilà. C'est vrai. Malheureusement, nos générations, on était moins vaccinées et quand on chope un virus, c'est quand même pas très très agréable. Ouais. Non, il faut savoir que je crois que les chiffres sont écrasants. Je crois que dans 99%, voire 100% des cancers du col de l'utérus chez la femme, c'est l'HPV qui est en cause quand même. Et il y a chez l'homme, enfin chez les hommes aussi, il peut y avoir des cancers de l'anus, des cancers de la gorge. C'est quand même aussi important. Dans les campagnes de prévention, on encourage vachement les femmes à aller se faire vacciner, mais en fait, il faudrait faire vacciner tout le monde. Complètement. Donc, allez faire vacciner vos garçons. Ah oui, tout à fait. Ah mais tout à fait. C'est bien les garçons et les filles, tout à fait. Ouais. Un autre exemple en mycologie et en parasitologie. Alors, les plus gros avantages dans ces deux domaines de l'infectiologie, c'est que les champignons et les parasites, c'est encore une fois difficile à cultiver. Voire, je peux pas dire impossible, mais les champignons notamment pour nous c'est un calvaire. C'est difficile de cultiver des champignons. Quand je dis champignons, c'est les champignons que vous avez par exemple sous vos ongles de pied par exemple. Qui se développent très très lentement et qui sont difficiles à éradiquer, qui vont bousiller vos ongles et des fois on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu un traumatisme de l'ongle ou si c'est un champignon et souvent le dermato ne sait pas très bien, donc il dit vous allez faire un prélèvement puis on verra, mais en fait ça marche très mal. Ça marche très très mal et donc une méthode de PCR c'est tellement mieux, encore une fois parce que c'est spécifique. Alors, PCR sur les champignons en routine ça se fait pas encore, mais j'espère que ça va venir. Par contre dans le cas d'une infection des champignons comme les aspergillus ou le pneumocystis qui peuvent être très rapidement fatales chez une personne immunodéprimée, il faut savoir que oui, en fait, ça peut prendre très longtemps. Ça peut prendre un mois avant qu'on y arrive. Alors que, encore une fois, la PCR, ça prend une demi-journée. Et donc, pour chercher un aspergillus ou un pneumocystis, maintenant, ça se fait par PCR. Et alléluia, parce que vraiment, on gagne beaucoup de temps. Et puis surtout, c'est beaucoup plus sensible et spécifique.
En médecine, vous avez peut-être entendu parler, ça se fait de plus en plus, ça se fait beaucoup en ce moment, la PCR multiplex. Donc en fait, le principe est très simple. Au lieu d'utiliser une sonde pour une séquence à détecter et amplifier, on utilise plusieurs sondes en même temps. Et donc on a un panel de résultats et ça fait gagner du temps pour le diagnostic et puis ça permet de faire un seul prélèvement. Donc en ce moment, par exemple, on fait beaucoup de PCR multiplex pour détecter à la fois en même temps le virus de la grippe, le virus, que je dise pas de bêtises, de la bronchiolite, le RSV, et en même temps, alors PCR grippe, je suis en train de me... Alors on fait, voilà, multiplex grippe, Covid et virus de la bronchiolite en un seul test en fait, donc c'est quand même pas mal. Et puis ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est faire en même temps en ce moment le test de la coqueluche, parce que c'est tellement, cette épidémie, elle date d'il y a environ 2 mois, donc les tests sont pas encore adaptés. Mais c'est quand même pas mal de faire un test pour tout détecter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment craignent beaucoup ces prélèvements nasopharyngés qui sont pas agréables, mais chez l'enfant c'est vraiment un problème, et c'est difficile de les remplacer, ces tests, par les tests salivaires. On passait un moment, on se disait on va les remplacer par les tests salivaires, mais ils marchent pas aussi bien. D'abord ils sont moins sensibles, on pense que dans la salive il y a des éléments qui empêchent l'amplification de se faire en fait. Et puis les trajets, encore une fois, des virus dans l'organisme passent pas forcément par la salive non plus. Donc tout ça fait que les tests salivaires sont pas très très efficaces. Donc prenons un exemple tout bête, un médecin qui suspecte une méningite ou une encéphalite, une inflammation des méninges, on peut demander un test en laboratoire qui va chercher à détecter 14, une vingtaine de germes infectieux en même temps. Donc ça c'est quand même vraiment hyper intéressant. Ça se fait énormément maintenant pour les infections sexuellement transmissibles, les IST. Le médecin, il a même plus il demande même plus des germes spécifiques, il demande juste un panel d'IST, et on va chercher par défaut alors les germes les plus courants, chlamydia, gonocoque, mycoplasme et trichomonas. Ça c'est par défaut. Si on suspecte autre chose, on peut ajouter à la liste, mais maintenant en médecine c'est tellement courant que les médecins n'ont même plus besoin de détailler les analyses demandées en fait. Et ça marche encore une fois super bien, et vraiment c'est un très très gros progrès. Autre exemple intéressant, c'est dans le diagnostic médical des gastro-entérites, ce qui vous fait vomir, ou autre d'ailleurs. Donc là, plusieurs panels sont maintenant disponibles et qui sont des bonnes alternatives, encore une fois, à ce qu'on appelle la coproculture. Coproculture, c'est trop bien. Vous amenez votre caca au laboratoire, c'est super. Vous l'avoir mis au frigo quelques heures auparavant, c'est génial. Mais bon, bref, donc ceci étant dit, ça ne vous exempte pas d'amener votre caca au laboratoire, mais quand même, ça va beaucoup plus vite. Les résultats sont rendus plus rapidement, et puis si la PCR est positive, après nous on va mettre en culture surtout pour le traitement en fait, pour faire ce qu'on appelle un antibiogramme. Et puis il n'y a pas encore, mais ça va venir, je pense, on va bien arriver à avoir en routine les gènes de résistance. Alors il y a un test qu'on utilise beaucoup en routine, où on détecte systématiquement le gène de résistance, c'est pour le mycoplasme. Le mycoplasme dont je viens de parler, qui est une infection sexuellement transmissible. On sait que le mycoplasme a des gènes de résistance importants et on les connaît bien. Donc maintenant, systématiquement, quand on identifie un mycoplasme dans un prélèvement vaginal ou urétral ou autre, on va faire systématiquement par PCR une détection des gènes de résistance. Donc, alors, ceci étant dit, il faut quand même savoir que la qualité du prélèvement, pour nous, elle est cruciale. Par exemple, si on veut rechercher des chlamydia dans les urines, c'est quand même plus agréable que pour un homme, par exemple, plutôt que faire un prélèvement urétral. Je vais pas vous faire un dessin.
on dit bien en routine qu'il faut les urines du début de l'urination, du début de jet, en fait, ce qu'on appelle le premier jet. Parce que les chlamydia, par exemple, ce sont des germes qui sont dans les cellules, ce qu'on appelle des germes intracellulaires. Et donc, les urines du premier jet, c'est celles qui vont avoir le plus de cellules épithéliales, qui viennent donc des parois de vos urètres, etc. Et donc, c'est important dans ce cas-là, de faire le recueil correctement. Ça quand même optimise les chances de trouver les germes s'il y en a. Si on veut chercher une bactérie responsable d'une endocardite, une inflammation du tissu cardiaque, on va faire un prélèvement directement sur les valves cardiaques, mais aussi dans le sang. Donc la qualité du prélèvement est très importante. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Alors, ce qui est super aussi intéressant, on l'a dit plus haut, mais c'est encore vrai, encore plus en médecine, ce qui est fantastique pour nous, c'est que ça permet d'utiliser de très faibles quantités de prélèvements. Par exemple, 200 microlitres de sang ou d'urine, c'est vraiment très très peu. Je sais pas si on arrive à se visualiser, si vous arrivez à visualiser 20 centilitres d'urine, mais comment dire, je sais pas comment on peut dire 200 microlitres, c'est même pas le fond d'un verre en fait, par rapport à un tube de sanguin qui fait 5 millilitres, les quantités qui nous... C'est une grosse goutte. Une grosse goutte, voilà, très bien. Donc ça aussi, c'est vraiment fantastique, c'est un avantage énorme. Alors on va parler finalement brièvement du Covid, encore une fois, parce qu'il existe encore, on en a encore, on en voit encore un petit peu. À la mode là, enfin à la mode, j'aime pas ce mot, c'est pas très adéquat, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la coqueluche. Donc pour nous, qu'est-ce que c'est la PCR Covid ou la PCR coqueluche? Donc dans le cas de la coqueluche, c'est un texte qui est non multiplex. Quand j'ai écrit ce dossier, on l'a dit, on l'a écrit il y a un petit moment, il n'y avait pas de PCR multiplex pour les Covid, et alors que maintenant il y en a, en fait, j'aurais dû corriger ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on va récolter les cellules de la muqueuse nasopharyngée. Donc on l'a vu, c'est là où vient se loger de préférence le virus. Donc vous savez, c'est ce fameux coton-tige dans le nez qui vient vous racler le fond de la gorge, c'est trop bien. Et puis ensuite, on va traiter ce coton-tige pour en extraire les cellules. Donc on va décharger ce coton-tige dans un milieu de transport, et ce milieu va aussi éclater les cellules. C'est ce qu'on appelle la solution de Lise, qui va permettre de libérer les particules d'ARN des virus. Et donc cette solution, c'est dans la même solution, on s'embête même pas à changer de solution ou n'importe quoi, on fait tous les cycles de PCR dans celui-là. C'est là où ça devient simplifié et super facile pour nous, quoi. Les courbes d'interprétation, bon après on fait nos cycles, on met tout ça dans l'appareil, on a juste à ajouter les réactifs, sachant qu'on ajoute que les enzymes, et puis les réactifs nécessaires à la fabrication des brins d'extension, des amplicons. Donc il y a 2 étapes ensuite, et puis on met tout ça dans la machine, et pouf, on a des courbes qui ressortent, des courbes d'interprétation qui sont relativement simples, on va dire la plupart du temps. Parfois c'est un petit peu ambigu, mais de plus en plus c'est quand même automatisé. Et donc en gros, nous on rend positif ou négatif. On va pas trop s'embêter à dire c'est légèrement positif, il n'y en a pas eu beaucoup. Il vaut mieux dire oui ou non. De toute façon, après, c'est ce qui nous intéresse en médecine. C'est pas le quantitatif, c'est vraiment le qualitatif. Est-ce que c'est la coqueluche ou non? Alors là, juste un truc, parce que Brusicor a dit quelque chose dans le chat tout à l'heure. Il demandait comment tu passes de l'ARN à l'ADN. Ah. Et effectivement, c'est une... Donc je te laisse répondre. Du coup, c'est une RT-qPCR. C'est pas uniquement. Oui, c'est ça. C'est en fait, il y a une étape effectivement intermédiaire où on va avoir. Alors c'est vrai que moi j'ai pas fait de biologie moléculaire depuis un moment, mais il y a une enzyme qui permet de passer effectivement de l'ARN à l'ADN, et c'est en fait une transcriptase inversée en fait. Et une fois qu'on a fait cette étape, on se retrouve avec finalement un brin d'ADN
et on repart sur une PCR classique en fait. En gros, c'est ça, hein. Alexa. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est l'enzyme, c'est on appelle ça, en fait, on l'appelle plus généralement la RT, ouais. pour La reverse transcriptase. Voilà, la reverse transcriptase, voilà. Mm. Et donc, c'est l'étape qu'on ajoute, qui fait effectivement se fait maintenant dans le même. Avant, c'était séparé, maintenant, on fait tout en même temps. On fait tout en même temps. On rétrotranscrit l'ARN en ADN, et la PCR quantitative se fait ensuite dans la sur foulée. l'ADN. Donc on appelle souvent ça RT-qPCR, puisque RT et ensuite PCR quantitative. PCR, c'est ça. Alors nous on utilise quand même des témoins, enfin une sorte de témoin interne quand même, parce qu'on peut très bien imaginer que le prélèvement n'a pas été très bien fait. C'est vrai que c'est pas facile à faire ces prélèvements finalement. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un témoin interne, et ça c'est intéressant. On va amplifier en même temps que le génome du virus un gène qui est spécifique à nos cellules épithéliales. Donc en fait il y a 2 amorces dans ces réactifs. Si le témoin interne est négatif, ça veut dire que le résultat est ininterprétable, parce que ça veut dire que dans l'échantillon il n'y a pas eu assez de cellules. Donc s'il n'y a pas assez de cellules, on peut pas dire s'il y a du virus ou non. Et puis, alors parfois aussi, il peut y avoir quelque chose dans l'échantillon qui inhibe la réaction PCR, ou bien parfois donc encore une fois, où le prélèvement n'a pas ramené suffisamment de cellules épithéliales, et dans ce cas-là, notre témoin interne il est négatif. Parfois, il y a quelque chose dans l'échantillon qui inhibe la réaction de PCR aussi, et on n'a pas de signal non plus. Et dans ce cas-là, le test est ininterprétable. Et ça, c'est arrivé très souvent, hein, en période où on faisait 1000 Covid par jour, qui avaient des résultats ininterprétables. Des fois, on les repassait et ça sortait très très bien. Et puis des fois, on disait aux gens, je suis désolée, il faut revenir. Et là, souvent, il y a eu des frictions dans les laboratoires, parfois à cause de ça en fait, parce que on pouvait pas sortir de résultats en fait. Je vous signale qu'il y a eu des endroits au passage où il y a eu la police qui a dû intervenir dans les laboratoires, parce que les gens devenaient tellement violents de pas avoir de résultats que ils agressaient les personnels. Parfois aussi les courbes du signal, ce signal de fluorescence que l'on doit recueillir, parfois il est atypique, il est pas très beau en fait. Il y a une cinétique qui a pas la courbe que l'on attend, et du coup là aussi ça donne des résultats qui sont ininterprétables. Et donc encore une fois, on va essayer de repasser l'échantillon, et puis si on a toujours un résultat ininterprétable, on va demander au patient de refaire un prélèvement. Et puis donc, une fois que la forme de ces courbes, elle nous convient, on va regarder quand est-ce qu'il va y avoir cette valeur, ce threshold en fait, le fameux CT, ce seuil positif. Quand est-ce qu'il va être, il va être suffisant. Et donc il faut qu'il arrive avant le 39e cycle d'amplification. Donc cette valeur de 39, elle est un peu dépendante des kits utilisés, mais grosso modo c'est ce qu'on utilisait comme valeur seuil. Donc si on avait un signal de fluorescence qui apparaissait avant le 39e cycle d'amplification, très bien, c'était positif. S'il arrivait après, ce qui arrivait parfois, on considérait que c'était négatif en fait. Donc c'est ce fameux valeur de CT qui a engendré aussi pas mal de problèmes en France, parce qu'il y avait des gens qui ont falsifié ces valeurs de CT en fait pour rendre des valeurs négatives alors que les gens étaient positifs. Ça il y a eu un grand procès en France à cause de ça, parce que le laboratoire avait falsifié les résultats parce que il avait été soudoyé. Alors on a essayé d'extrapoler aussi un petit peu légèrement. Il y a eu finalement les gens rusés qu'on était, ils ont commencé à comprendre que plus le signal de fluorescence était fort, plus le plateau de fluorescence apparaissait très tôt, et qu'on pouvait corréler ce signal à une quantité initiale de virus importante. C'est ce qu'on appelait la charge virale. Donc les gens ont commencé à comprendre ce qu'était la fameuse charge virale. Comme Eléa l'a expliqué, pour parler de charge virale, il faut quand même faire une PCR
quantitative. Et là, c'est compliqué, surtout avec notre écouvillon qu'on met dans le nez. On ne sait pas combien de cellules épithéliales on va ramener dans l'échantillon. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, il y a quand même une corrélation. C'est-à-dire que plus le CT était faible, plus on avait un signal de fluorescence élevé et donc une charge virale possiblement plus élevée. Donc il y avait en France, il y a une sorte de, je pense que dans le monde entier, une sorte de corrélation entre cette valeur du CT et la charge virale. Alors c'était super important pour les gens parce que on savait que plus on avait une charge virale importante et plus ça allait prendre du temps pour que notre test Covid se négative. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient restrictives en France en fonction de ce test Covid. Est-ce que les enfants peuvent retourner à l'école? Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut sortir de chez nous? Etc. En fonction de ce test Covid. Donc les gens ont commencé à comprendre que mais si ma charge virale est très importante, mon test Covid il va pas se négativer tout de suite. Et du coup, ils regardaient un petit peu ces valeurs de CT et on rendait des résultats semi-quantitatifs en fait. Mais il fallait vraiment faire attention à Mais du coup, en plus, ça dépend aussi du prélèvement, non? Genre, si tu en fait, sur ton écouvillon, t'en as peu, en fait, ça veut absolument rien dire. Mais surtout à cause de ça. Absolument. Absolument. Et puis, un des problèmes ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui gardaient des tests Covid positifs pendant des mois. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a des gens qui gardaient des traces de Covid dans leur organisme pendant des mois et leurs tests ne se sont jamais négativés, par exemple. Donc il y avait quand même, il y a encore beaucoup de choses que l'on ne connaît pas sur cette maladie, ça c'est sûr. Et puis un petit mot sur les variants. Parce que il y a des variants qui sont arrivés en France et là c'était compliqué aussi pour nous parce que la détection des variants ne se faisait que dans les centres nationaux de référence qui ont été fortement décriés par le professeur Raoult notamment. Mais c'était en fait il fallait que tous les tests positifs Covid qui étaient réalisés, qui étaient trouvés en laboratoire, on les envoie ensuite dans les centres nationaux de référence pour qu'ils soient testés pour détecter les variants. Et ça a été aussi un travail énorme en fait. Et donc légalement, tous ces échantillons positifs devaient être envoyés par les laboratoires dans les centres nationaux de référence pour surveiller ces fameux variants. Voilà. Et puis, alors en revanche, ce qui est super important de comprendre aussi, et je m'arrêterai là, c'est que il est super utile de rappeler que c'est pas parce qu'on a un test positif que vous êtes malade. Et c'était notamment le problème avec ces tests positifs qui se négativaient jamais, c'est qu'on savait simplement, nous, tout ce qu'on pouvait vous dire, c'est que à l'instant du prélèvement, on pouvait trouver des traces de virus dans votre organisme. On n'avait aucune indication sur le statut de la maladie. Et ça, c'est toujours vrai, en revanche. Donc ça aussi, c'était compliqué, l'interprétation de ces tests Covid, c'était pas simple. Puis comme on peut amplifier un bout d'ADN qui vient du Belize sur notre sac à dos, finalement. C'est ça. Ah ouais, non, mais le problème de contamination, c'était horrible aussi. Ouais, tout à fait. Il y a un truc super intéressant dans ce que tu as dit aussi, et en t'écoutant parler, c'est que je trouve qu'on voit aussi vraiment la différence entre ce qui se passe dans un laboratoire de recherche et un laboratoire médical. Chez vous, tout est beaucoup plus standardisé, automatisé, vos amorces c'est toujours les mêmes parce que vous êtes en une table de détection et vos machines elles sont plus propres, les plus fermées, plus calibrées que les nôtres. Et donc c'est intéressant de voir que si on utilise exactement la même technique, en fait, vous, c'est vraiment très automatisé, alors que pour nous, on l'utilise plutôt pour expliquer des choses qu'on connaît pas trop. Et ça me rappelle aussi ce moment où, au début du Covid, en tout cas aux États-Unis, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, il a été envisagé à un moment, je crois que ça a été fait dans certaines facs, de mettre à disposition nos machines QPCR quand on voulait faire tous les tests, et je crois que ça a été fait à certains endroits, et c'est vrai que nous on a hésité, et puis on était plusieurs à s'être dit mais en fait nos machines elles sont un peu différentes, et en plus on n'a sans doute pas la rigueur et les chaînes de
d'expérience que vous avez dans les labos qui permettent justement d'être hyper précis sur les faux positifs et les faux négatifs. Ouais. Que vous avez dans les labos, quoi. Ouais, et en plus, on aurait contaminé vos machines, quoi. C'était. Tu te rends compte avec et nous, on aurait contaminé les échantillons si on avait manipulé quasiment à coup sûr. Ah bah ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'au début, où on faisait ces tests PCR, moi je me souviens, on était dans un labo où c'était pas du tout. Alors pour le coup, les thermocycleurs existaient et les thermocycleurs avaient un lecteur de fluorescence intégré. Mais alors par contre, la lecture des courbes, c'était nous qui les faisions en fait. Et c'était super compliqué de dire ah mais cette courbe elle est bien, celle-là elle est pas normale, est-ce que on le repasse, est-ce qu'on le considère positif, et il y avait vachement de gens qui commençaient à venir vraiment nous demander moi je veux voir les courbes, ma valeur de CT elle est de temps, je voudrais voir la courbe, qu'est-ce que ça donne. Au début c'était compliqué, hein. Maintenant effectivement comme tu dis on connaît de mieux en mieux, donc c'est de mieux en mieux formaté. Et finalement c'est automatisé et même la lecture est automatisée maintenant. Je sais, il y a peut-être que les petits labos qui font de la PCR manuelle dans la lecture, mais c'est que la lecture qui est... Ouais, nous la lecture on le fait toujours à la main, mais parce que quand tu sais pas trop ce que tu vas chercher en fait, ou que tu veux calculer le nombre de copies dans un gène ou des trucs comme ça, le nombre de copies d'un gène. En fait, il faut que tu regardes un peu tes courbes et que tu interprètes, et tu pars pas forcément de quantité d'ADN standardisée au départ, donc ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus à la main, ouais. Mais voilà, c'est vrai que comme Eléa le disait dans l'intro, ça a révolutionné tellement de champs d'application, la PCR, ou c'était toi Alexa qui disais aussi, c'est impressionnant, quoi, impressionnant. J'ai adoré ce que Eléa t'a dit. La comparaison avec Internet, je pense que c'est vraiment ça en fait. Je pense pour se rendre compte de l'ampleur de ce que ça a apporté à la biologie moléculaire en fait. Ouais. Et en médecine, c'est vraiment un outil fantastique. Hein. Voilà, on a fait le tour de la PCR, on est content. Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom? Moi, j'ai pas suivi. Je crois qu'il n'y en a pas eu. Hein. Bon, trop. Ben voilà. Par contre, on n'a pas amené de citation. Si, j'en ai amené. Ah, mais vous êtes top, les filles. Ah, mais oui, trop bien. Donc, quand j'en ai parlé en début d'émission, je me suis, en me remémorant un peu tout ça et en refaisant un peu de biblio sur des choses un peu anciennes, je me suis dit, mais en fait, la première PCR, comment ils ont trouvé la séquence, et comment on a eu la première séquence, et comment on est remonté, et en fait, donc je suis vraiment remontée loin, quoi. Et j'ai lu ces vieux papiers et je suis tombée sur cette citation de Frédéric Sanger. Knowledge of sequences could contribute much to our understanding of living matters. Ce qui veut dire notre connaissance des séquences peut contribuer de façon très importante à notre connaissance de la vie. Et en fait, c'est vrai parce que donc Frédéric Sanger, c'est la personne qui alors il a fait plein de choses. Il a je crois que c'est lui qui a séquencé le premier ARNT de levure, et c'est lui qui a séquencé les premières protéines, et ensuite qui a inventé la méthode de séquençage, avant la PCR d'ailleurs, de l'ADN, qu'on utilise toujours encore aujourd'hui d'ailleurs, la méthode de Sanger, avec des désoxynucléotides. Et donc c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel aussi, hein. Et je trouve que c'est super parce que du coup là c'est pas la PCR, c'est les séquences, mais je pense que ça dit bien, voilà, que connaître en fait les séquences d'ADN, ça nous permet de comprendre la vie. Bon, on sait aujourd'hui qu'en fait c'est pas le cas. Quand on a séquencé le génome humain, on pensait qu'on allait tout comprendre. Quand on a lu les autres génomes, on s'est dit on va tout comprendre des différences. Et en fait, on se rend compte que c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait, mais ça nous a quand même apporté une connaissance de ce qu'est le vivant, en tout cas. Très très complète. Donc du coup je cherchais une citation, j'ai vu celle-là et j'ai bien aimé. Super. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup ça me fait penser, après c'est vrai que j'ai l'impression que l'autre grande étape, ça sera ce dont tu parlais aussi, où on va séquencer l'ARN. Mais ça on le fait déjà. Oui, c'est ça. Oui. Mais je me disais, parce qu'on disait une fois qu'on aura séquencé l'ADN, on va tout comprendre. Là je me dis une fois qu'on aura séquencé les ARN, on comprendra peut-être un peu mieux aussi. Mais non, parce que tu vois, c'est ce qu'on fait en EvoDevo. Là, on séquence toutes les espèces. Enfin, tu vois, moi, mon field depuis 10 ans, c'est séquençons l'ARN de tout. Et en fait, maintenant, on se dit, et les protéines.
Et je pense qu'en fait, il y a 15 ans, justement, quand tout ça, en fait, il y a 15 ans, c'est au moment où on a commencé à avoir tous les génomes, les techniques de séquençage des ARN et tout. Et il y avait une discipline qui s'appelait la system biology, qui était en plein essor. L'idée, c'était de relier l'ADN, l'ARN, les protes, la cellule, machin, tout ensemble. Et 15 ans après, on en est où de la system biology? En fait, on se rend compte que tout est plus compliqué. Ouais. Je pense qu'on comprend petite étape par petite étape, tu vois. On a déjà maintenant une vision après 10-15 ans là du transcriptome, hein, de l'ARN des cellules qui est très bonne. Ouais. Les protes moins. Les protéomes, ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. On n'a pas les protéomes, c'est moins répandu. On découvre des nouvelles choses avec à des nouvelles échelles plus grandes à chaque fois. Mais ouais. Passionnant. Tu voulais parler du quiz, Eléa? Oui, il était de tradition, fut un temps, qu'il y ait une question, un quiz du moment, sur une question loufoque ou pas, que les gens se posaient. En vrai, on a un peu arrêté parce que ça prenait du temps d'aller explorer les réponses à des questions que tout le monde se posait, mais sans oser l'avouer. Et je me dis, ce serait peut-être rigolo de reprendre cette tradition. Donc, si vous avez, vous, auditeurs ou auditrices, des questions qui vous taraudent, comme ça, des questions existentielles, n'importe lesquelles, hein, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur podcastscience@gmail.com. Et peut-être qu'on se servira de cette question pour faire une chronique, peut-être. Moi, j'aimerais bien. J'adorais ça. Je trouvais ça cool aussi. Ouais. C'est la fin de cet épisode de la rentrée, mais c'est un épisode qui inaugure notre 15e saison quand même. Hurrah, franchement. Donc, bienvenue aux nouveaux et nouvelles poditrices et poditeurs. Et merci aux anciens et aux anciennes d'être toujours aussi fidèles. Donc, cette année, on a prévu des radios dessinées, peut-être plus que les années précédentes. On aura encore des interventions thématiques de toutes sortes et puis un programme d'invités à faire rougir les autres saisons. Oui, promis. On accueille toujours aussi vos dons avec beaucoup de gratitude. Je me permets de rajouter ça. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Et comme toujours, que servir la science soit votre joie.